Bon, là, il est à peine 20h. Juste à côté, il y a genre 400 personnes qui sont en train de faire la queue. Et encore à côté, il y a une boîte qui s'appelle le K41. C'est un endroit hyper spécial ici. C'est un peu le centre culturel de la techno dans le monde aujourd'hui. Sauf qu'on est à Kiev, en Ukraine, dans un pays en guerre, donc forcément c'est pas une soirée normale. Il y a la menace aérienne qui est constante, le couvre-feu à minuit, donc c'est pour ça que la soirée elle se termine très tôt et que les gens ont pris l'habitude de sortir hyper tôt aussi. Ces soirées elles sont pas du tout clandestines, elles sont pas illégales, mais elles sont pas franchement assumées non plus. On n'a pas le droit de filmer dans aucun bar, aucune boîte dans lesquelles on a demandé l'autorisation de filmer. Il y a un peu un tabou de faire la fête pendant la guerre, et en même temps, au bout de 2 ans de guerre, les jeunes qui aujourd'hui sont un peu désenchantés, désabusés. Ça leur permet aussi de retrouver un semblant d'équilibre qu'ils avaient avant la guerre et de préserver aussi un peu leur santé mentale, ou en tout cas d'oublier pendant quelques heures qu'il y a un conflit qui anime leur pays depuis plus de 2 ans. Bon, le point de départ de cette vidéo, c'est ici, à Saillant, une petite ville des Pyrénées. J'y étais en week-end rando et un matin en me levant, j'ai reçu une notification qui disait « Bientôt 2 ans de guerre en Ukraine, ce qu'il faut retenir ». 2 ans déjà. 2 ans qu'un matin en me levant, j'avais entendu ça. Journal de Florence Paracuelos, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vladimir Poutine a lancé dans la nuit son offensive sur l'Ukraine et pas seulement dans l'est du pays. Des frappes ont eu lieu dans la capitale Kiev où nous serons dans un instant. 2 ans qu'on entend régulièrement des nouveaux bilans de soldats tués, de nouvelles frappes aériennes, ou qu'on voit des drapeaux de l'Ukraine devant les bâtiments publics. Mais en vrai, on a un peu fini par s'habituer. Et donc en voyant cette notification, en vrai j'avais un peu mal au crâne, parce que la veille au soir, on avait fait la fête avec des potes. Et là, il y a une question qui m'est venue. Est-ce que là-bas en Ukraine, ils font la fête pendant la guerre ? Est-ce que là-bas, là, en même temps que moi, il y a un mec qui lui aussi est en train de se réveiller avec la gueule de bois ? Évidemment, je me rends compte que c'est une question un peu taboue, voire indécente en vrai. Mais je sais pas, j'avais l'intuition en moi que c'était quand même quelque chose à creuser, qu'il y avait un vrai sujet. Alors ça a été le point de départ d'une question un peu plus globale. Au-delà des combats militaires dont on entend parler, à quoi ressemble la vie en Ukraine ? À quoi ressemble la vie de quelqu'un comme moi, un mec de 26 ans dans un pays en guerre ? Et à quel point sa vie a été bouleversée ? Et oui, est-ce qu'il arrive toujours à faire la fête ? Pour le savoir, je prévois donc d'aller sur place. J'y avais déjà été l'an dernier, et à l'époque j'avais rencontré des jeunes dans un bar de la capitale. Et franchement, cette rencontre m'avait vraiment marqué. Ils étaient là à boire des bières un vendredi soir au beau milieu de la guerre. Et je sais pas, cette image elle m'est restée. J'ai embarqué dans le reportage Capucine qui travaille avec moi, et on est parti un mois plus tard. Le but de ce documentaire, c'est de vous montrer comment ça se passe sur place, comment la vie continue, notamment chez les jeunes, mais c'est aussi de vous montrer comment est-ce qu'on fabrique un docu, comment on fait pour aller en Ukraine. Et la première étape, c'est pas forcément celle à laquelle vous pensez en premier, mais c'est télécharger une appli qui s'appelle Air Alert, c'est celle-ci. C'est une petite carte de l'Ukraine et en fait, ça envoie une alerte, comme son nom l'indique, dès qu'il y a un bombardement quelque part. L'étape d'après, c'est d'aller en Pologne. On passe d'abord par Varsovie, puis Cracovie. Alors pourquoi on va à Cracovie en Pologne ? Parce qu'en fait, de là-bas, on a pris un premier train qui nous a emmenés à la frontière avec l'Ukraine. C'est une des rares portes d'entrée dans le pays, alors beaucoup d'Ukrainiens font le même itinéraire que nous. C'est pour ça que dès la gare de Cracovie, on a pu être témoin de scènes d'au revoir comme celle-ci. Ensuite, on arrive à la frontière, donc dans une ville qui s'appelle Przemyśl. Et c'est d'ici que part le train de nuit pour aller à Kiev. Là, les gens que vous voyez, ils font la queue pour ce fameux train qui va en Ukraine. Ici, c'est très silencieux, c'est très calme. Et c'est bizarre parce que ça dénote pas mal avec le fait qu'il y ait un pays en guerre à quelques kilomètres. Et ce train-là, il part 2 fois par jour de cette gare qui est une des principales portes d'entrée vers l'Ukraine. Donc on croise beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, mais aussi pas mal de journalistes ou des diplomates. Et il y a un mood un peu bizarre parce que c'est vraiment la dernière gare avant la frontière. Donc quand on rentre là, on quitte aussi l'espace Schengen, on quitte l'espace européen. Ce qui fait qu'il y a parfois plus de 2 heures d'attente au contrôle des passeports. Là, on vient de passer la frontière ukrainienne et juste après de passer, en fait, on a été arrêté dans une sorte de gare militaire dans laquelle les militaires justement viennent checker les passeports. Ils ont contrôlé les passeports, ils les ont pris avec eux, ils sont revenus avec. Une bonne trentaine de minutes plus tard, nous demander un peu ce qu'on fait là, où est-ce qu'on va, combien de temps, etc. Il y a beaucoup de familles, de femmes, d'enfants, mais aussi quelques hommes plutôt âgés. Je pense que c'est des gens qui du coup n'ont pas été appelés à la guerre. Et l'ambiance est un peu irréelle.
Alors on est parti pour une dizaine d'heures de trajet, pour traverser tout l'ouest du pays jusqu'à notre destination finale, la capitale ukrainienne. On voit la gare. Ah ouais? Ouais, c'est le grand truc vert là. Ah putain, ça je vais bien aussi. Ça y est, je suis arrivé ce matin à Kiev. Et moi, c'est la deuxième fois que je viens depuis l'invasion russe. Et en fait, j'ai un peu la même sensation que la dernière fois, c'est-à-dire une ville qui est un peu bipolaire. C'est-à-dire que là, vous voyez derrière moi, il y a des traces de la guerre. C'est une sorte de musée ici à ciel ouvert. Et en même temps, les gens se baladent tranquilles. Ils sont sur des petites trottinettes électriques pour aller au boulot ou au café, j'en sais rien, mais ils promènent leurs chiens, etc. Et avec ça, cohabite ce qu'il y a derrière moi. Des stands un peu pour donner de l'argent à l'armée, mais il y a aussi des affiches de propagande pour que les jeunes aillent sur le front, des sacs de sable autour des bâtiments un peu importants, des bâtiments même qui sont bombardés, qui sont un peu détruits. Et ce qui fait qu'il y a un peu une double réalité ici, qui est assez étonnante, qui est assez irréelle, quoi. Parce qu'à la fois, il y a les marques de la guerre totale partout, et en même temps, un semblant de vie normale qui essaye de continuer. Et ces deux choses qui cohabitent, c'est très particulier. Il y a un an, la première fois que je suis venu, j'ai rencontré Dana. C'est elle qui m'avait emmené dans ce fameux bar où j'avais rencontré des jeunes. Et donc pour trouver des soirées ou rencontrer du monde, je me suis dit que ça serait une bonne piste. On s'est retrouvés et elle m'a présenté un de ses amis. Il s'appelle Alexander Teren, il a 28 ans. Et comme vous le voyez, il n'est pas revenu indemne du front. Il s'est engagé directement dans l'armée au début de l'invasion russe, disant adieu pour toujours à la vie normale qui menait jusque-là. Alors tous ensemble, on a pris un café et on a commencé à discuter. De son parcours, de son pays et de son avis sur le fait de faire la fête pendant la guerre. Життя до 24 лютого. Як і у всіх людей, мені прекрасно жилося в мирному світі. Що я собі займався тим, що розвивався в графічному дизайні. Лечко звідси в одному з кондитерських таких кофішопів баристом. Трішки не так сталося. 24 лютого наступило і, звичайно, прийшлося змінити професію, але вже на військову. T'as eu un accident, est-ce que tu peux en parler? Et à ce moment-là, il y a eu un peu un malaise. Il n'a pas voulu nous raconter son histoire, alors c'est Dana qui faisait la traduction et qui a l'habitude de la traduire, qui l'a raconté pour lui. Donc moi je lui ai raconté qu'il était sur la ligne, dans une tranchée, et à un moment, c'était dans le calme, et il y avait juste une mine qui est rentrée. Dans leur tranchée, d'habitude en fait tu entends le bruit qui arrive, et en fait la mine est arrivée vraiment sur lui, parce que ses autres camarades, ils étaient pas touchés. C'est ce qui a permis en fait de mettre le garrot, de l'évacuer. Qu'est-ce qu'ils pensent du fait que les gens continuent à faire la fête, que c'est une bonne chose, que c'est une mauvaise chose? Але, звичайно, потрібно розуміти ту межу, коли ти відволікаєшся і той момент, коли ти просто безстримно ходиш по клубах, по кафе і там раз в місяць 500 гривень скинув, і тебе більше нічого не обходить, бо ти вже раз задонатив. Бо кожен має право на відпочинок. Але якщо людина просто як це буде обіватель. Merci à toi et merci. Pour me rapprocher un peu plus de ces soirées, j'ai commencé à contacter des DJ et des boîtes. Il y a quelques mois, une vidéo d'une soirée dans une boîte ukrainienne a tourné sur les réseaux et elle a été utilisée par des bots et des propagandistes russes pour décrédibiliser le pays et dire que les Ukrainiens n'avaient pas besoin d'aide ou n'étaient pas vraiment les victimes qu'ils prétendaient être. From Radio Genova, this tweet has been seen over 35 million times on Twitter from this account that's known as at least a top 5 account for pro-Russian propaganda on Twitter. Here's an example from a user that claims, so they made donations so they could go clubbing, #Ukraine. À la suite de cet incident, les organisateurs de soirées ont un peu verrouillé les images et plus aucun tournage n'a été autorisé. Donc on a dû prendre un peu des pincettes. Et on a eu des dizaines et des dizaines de refus. Puis un jour, une DJ nous a répondu. Elle a 25 ans, elle s'appelle Olena et elle a essayé de nous mettre en contact avec la boîte dans laquelle elle mixe. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard, parce qu'en fait, on a d'abord pris un café avec elle. Et là, elle nous a parlé de ses copains DJ
et d'une question qui les effraie de plus en plus et qui pour le coup est très éloignée des soirées et des boîtes de nuit. Ici, il y a de plus en plus la question de l'engagement des jeunes dans l'armée. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire aller au front. Ça peut être par exemple s'engager dans les services de cybersécurité, dans la logistique, côté médical aussi. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a un vrai problème démographique qui est en train de naître parce que les Russes, eux, sont 100 millions de plus que les Ukrainiens. Du coup, il y a une pénurie de soldats ukrainiens. Et donc, pour remédier à ça, les parlementaires ukrainiens proposent de voter une loi pour abaisser l'âge de la conscription, ça veut dire l'obligation d'aller à l'armée, de 27 à 25 ans. Donc la question se pose de plus en plus pour des jeunes qui vont avoir 25 ans bientôt. Est-ce qu'ils vont devoir aller à l'armée? Ils ne savent pas. Et pour en parler justement, je vais rencontrer Peita qui a 24 ans aujourd'hui mais qui va en avoir 25 dans quelques jours. Et qui ne sait pas du coup s'il va devoir s'engager dans l'armée ou pas. My name is Peter, or Peita. Nice to meet you guys. En fait, Peita c'est un DJ assez stylé. On le voit ici il y a 4 ans déjà. Il était considéré à l'époque comme le représentant de la nouvelle génération des DJ ukrainiens. Mais depuis le 24 février 2022, sa vie, comme celle des autres, a basculé. My father asked me what you want because, 25 years, I may even make a present for you. And I was like, Dad, it's gonna be a course of piloting the fucking drone. You know why? Because I'm really sure that I want to be on the first line, at least on the second line. Like the best that you can choose on your 25th birthday is being a drone pilot. It's gonna become a part of the law that we will have to serve from the age of 25. And if it's gonna happen, I have no fucking idea what is gonna happen. I wouldn't be really happy about starting my soldier career because it's fucking scary, you know. Am I tough enough? Am I ready to it? Certains pensent qu'ils ne le sont pas assez. Alors ils essayent de fuir, et comme les hommes ont interdiction de quitter le territoire, certains essayent de se cacher. I definitely don't want to hide. It was my decision from the very beginning because, we had a lot of information before the war started that the war is gonna start. We just didn't want to believe that, but we had opportunities to leave. I decided to not. And here I am. Do I regret about this decision? From time, to be honest. Tout au long de la discussion, on pouvait ressentir sa frustration. Alors je lui ai posé la question, je lui ai demandé qu'est-ce qui était le plus difficile à gérer. You're just completely realize that you're gonna spend the best period of your life that everyone was telling you about. They were telling me, you just don't know what is gonna happen when you're gonna be 20. Man, it's gonna be wild as fuck. Yeah, it's goddamn wild. Nobody knew, but right now you're realizing that this sweetest part of your life is just fucked up. You just cannot make any plans. You can't be ambitious about anything just because you're not sure that tomorrow you won't go on the fucking war. You see? Cette interview, elle m'a énormément marqué, d'autant plus que ce qu'il redoutait est arrivé. President Vladimir Zelensky has lowered the mobilization age for combat duty from 27 to 25. Dès que je l'ai appris, je l'ai recontacté pour savoir ce qui lui était arrivé. Mais pour le moment, j'ai pas eu de réponse. Le lendemain, on a été déjeuner dans un petit resto de burgers, dans une arrière-cour prisée par pas mal de jeunes. Et en voyant ces gars, je me suis demandé si eux aussi, ils vivaient dans l'angoisse de devoir partir à l'armée. Comme Peita l'a dit, cette génération, elle est censée vivre ses meilleures années là. C'est une génération qui est née après l'indépendance de l'Ukraine en 1991 et qui, même si elle a connu pas mal de turbulences politiques, a grandi dans un pays qui a fait que se développer et s'ouvrir au reste du monde. En vrai, ils avaient devant eux un avenir prometteur. Mais d'abord l'Ukraine qui a sauté à pieds joints sur l'indépendance en décembre dernier. 91% de oui au référendum. Même les Russes d'Ukraine ont voté pour. L'Ukraine est pauvre, comme toute l'ex-URSS d'ailleurs, ses produits ne seraient pas compétitifs en Occident. Une Ukraine frustrée par son passé, mais pleine d'espoir face à l'avenir. Mais en 2014, avec la première agression de la Russie en Crimée, cet avenir s'est un petit peu flouté. Et en 2022, avec l'invasion de grande envergure, là ça a été le coup de massue qui a mis fin à cet espoir d'avenir meilleur. Sur place, on en a parlé avec pas mal de jeunes. Cette désillusion, elle les a transformés. Il y a clairement eu un avant et un après, une vraie bascule dans leur rapport au monde. C'est ce qu'on a retrouvé dans leur discours, et 2 d'entre eux m'ont vraiment marqué.
Le premier, c'est Fedir. Il gère une asso qui forme les soldats au premier secours, donc les horreurs de la guerre, il en connaît. Et pour lui, le drame de ce conflit, c'est qu'il nous rend, nous, Européens et eux, Ukrainiens, de plus en plus différents. We're getting more and more different every day. How different? So my eagerness to see Russian people killed, soldiers, is monstrous. So people think I'm just an animal. And it sounds, I put it into these words to make it more concentrated. For European young person, it sounds monstrous, but every coin has two sides. Another side is Ukrainian children, the houses destroyed, children killed. So this is something in which Europe sometimes struggles to understand, that we become very violent because we saw our people, our children, our businesses destroyed. Until you walk into the shoes, you just feel it's something monstrous. Maybe in 10 years I will feel it different, but now the only thing I want, everybody who are responsible for this getting neutralized, at least. I'm not saying punished, neutralized. So the children which are now preparing for their Monday school, we are filming this on Sunday, they won't be the next target. La seconde, c'est elle, Anna. Elle vient de finir ses études de théâtre et comme beaucoup de jeunes malheureusement, elle a perdu son père. Il a été tué sur le front quelques mois après s'être engagé dans l'armée. Et comme fait dire, elle tient des propos qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'entendre. When I younger, I think that an art, not politics. I mistake. I apologize for father because I read Dostoevsky, Tolstoy, Yesenin, and. You think it was a mistake to read these books? Yes. Yes. Every Russian culture, it's about guilt. It's about imperials. So you would refuse to read today, like the Tolstoy or Dostoevsky, for example? Of course, I would refuse Russian culture. It's extermination. Was this violence inside and this anger present before? Never. In 2013, before he started and they started all this shit, they were so welcome. They came for nightclubs, they came for spending times on the beach. It was absolutely normal to have people from Moscow coming, and they are your friends of your relatives. You drive them to the nightclubs, you spend times together. The family connection was, and they ruined all the stuff. And I couldn't, if you will tell me in 2013 that I would be happy to see a Russian person killed, I would say that it's absolutely hilarious and crazy ass idea. Do you think that your generation will ever see peace between Ukraine and Russia? In future? Yeah. It's possible only if Russia not exist. If Russia do small countries, but not Russia, because if Russia exists, war we don't stop. Even if there is an armistice, it means that Russia is preparing to the next war. En fait, cette génération, elle a grandi à côté des Russes. Le nombre de familles binationales, il est immense, autant que le nombre de familles que le conflit a déchiré. Et je vais pas vous le cacher, on est reparti de ces interviews franchement pessimistes. J'ai l'impression qu'il y a une vraie scission entre les jeunes qui ont été directement touchés, la perte d'un proche par exemple, et ceux qui l'ont pas vraiment encore été, surtout au niveau de la colère et de déchirement avec les Russes. C'était deux nations qui étaient assez proches et qui aujourd'hui sont complètement déchirées, ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des propos très radicaux contre les Russes, et ça peut se comprendre, quand d'autres qui n'ont pas encore été 100% personnellement touchés continuent de croire à une paix possible, future, mais ceux qu'on a rencontrés qui sont touchés directement, eux, ne peuvent même pas supporter l'idée qu'il y a un pays russe à ce stade-là du conflit et aussi proche de la douleur qui leur a été causée. I exist in two
realities. One realities when I go to the funerals of my friends who defend us on front line, and other realities in when I look that in Kyiv was parties with Russian tracks music, and I don't understand how these realities can be. No, it's impossible. But two realities. Et cette réalité, elle existe bel et bien. En fait, c'est pas nouveau. Faire la fête pendant la guerre, ça a toujours existé, à commencer par nous, les Français. Sous l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis et le gouvernement de Vichy interdisent ce qu'on appelle les dancing. C'est un peu les ancêtres des boîtes. Le temps n'est pas vraiment à la fête, mais des jeunes, qu'on surnomme les Zazous, organisent des fêtes clandestines un peu partout. Les journaux de Vichy de l'époque dénonçaient. Les Zazous sont des tirs au flanc égoïstes. Les mots sont pas exactement les mêmes, mais on peut lire les mêmes choses aujourd'hui sur les jeunes Ukrainiens qui font la fête que ce qu'on lisait à l'époque dans ces journaux. En fait, à cette époque-là, partout en France, Zazou ou pas, on trouvait des bals clandestins. Comme on en a trouvé pendant les bombardements de Londres en 1940, pendant le siège de Leningrad en 1941, à Sarajevo durant le siège des années 90, ou en Ukraine en 2024. Comme partout, dès qu'il y a une guerre, les gens continuent de faire la fête. Mais par contre, c'est pas vraiment les mêmes fêtes qu'en temps de paix. Et d'ailleurs, juste avant de partir en soirée, on était en train de dîner, et là on a reçu une alerte de l'appli dont je vous parlais. L'alerte a été levée une vingtaine de minutes plus tard, et on a continué la soirée. Bon là il est à peine 20h, juste à côté il y a genre 400 personnes qui sont en train de faire la queue et encore à côté il y a une boîte qui s'appelle le K41 et c'est un endroit assez spécial dans le monde aujourd'hui puisque c'est un peu un centre mondial de la culture techno tout en étant dans un pays en guerre. Donc forcément c'est pas une soirée normale parce que la boîte elle ferme à 23h parce qu'il y a un couvre-feu ici à minuit mais du coup elle commence à 18h et là il est 20h et les gens juste derrière, vous les voyez un peu mais encore derrière et j'ai pas le droit de le filmer, il y a peut-être 300-400 personnes qui attendent. Si on est arrivé devant cette boîte, c'est grâce à cette fille. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, et il est temps que je vous la présente. Elle s'appelle Olena, elle a 25 ans et elle mixe dans plusieurs clubs de Kiev. Elle nous a proposé de nous faire rentrer dans cette boîte, mais à une condition, ne pas filmer. Alors vous verrez pas l'intérieur, par contre, vous allez pouvoir l'entendre. La première chose quand on rentre, c'est qu'ils nous mettent des stickers sur les caméras des téléphones, comme ça peut se faire d'ailleurs ailleurs en Europe. On est rentré, passant devant probablement une heure de queue, et ça c'est parce que Olena connaît les bonnes personnes, puis il a fallu payer l'entrée, mais surtout participer à l'effort de guerre. En fait, cette soirée, elle se justifie aussi de cette manière. Elle lève des fonds. Il était à peine 20h, mais la boîte, elle, était pleine à craquer. Cette soirée, il l'appelle un community event, un événement communautaire, parce que toute une communauté se rallie derrière une seule cause, aider l'Ukraine à vaincre la Russie. Olena nous propose de sortir de cette boîte pour aller dans une autre. Elle connaît le patron, elle a vu avec lui, si on filme qu'avec des iPhones, y a pas de souci. Ça tombe bien, tout ce documentaire est filmé à l'iPhone, donc pour nous ça change pas grand chose. Alors on y va. Et une fois arrivé, ça donne ça. Franchement, c'est une soirée qui, comme ça, a l'air normale. Et dans plein d'aspects, elle l'est. Mais en fait, ça va plus loin. Ces fêtes, elles ont une signification, une ambiance bien particulière, qu'il m'est assez difficile de vous expliquer. Et ça, c'est Olena et sa pote Anna, qui est aussi DJ, qui nous en parlent le lendemain. Elles se sont dédiées à leur carrière entièrement depuis le 24 février 2022 parce qu'elles ont compris que chaque jour pouvait être le dernier. Ça a été un peu un déclic pour elles. Et elles font partie de ces jeunes artistes et de ces jeunes tout court qui dynamisent un peu la vie ici à Kiev et qui font en sorte qu'elles puissent avoir un semblant de normalité, notamment grâce aux soirées dans lesquelles elles mixent. You're afraid of loud noises right now, so. Yeah, I understand. Each person has his or her own reason to go to the party. It can be so much to forget about everything and just dance and release all this energy and maybe add some positivity in your life. Some people just want to listen to the music because it helps them to think, to also process some things. I even know that nowadays even military people go to parties, and I saw them there, and they are telling that it also helps them to move on, to do their normal things that they are supposed to do, to serve their duty.
Also, another important thing that parties do today is the fundraising, because they are collecting a lot of money to support the army. For different ammunition, for even clothes, for drones, and everybody like so friendly and everybody is so lovely because we understand each other and we know what every person is coming through. So we just come in there for support. I think we just need it so much. En fait, on a fait l'interview dans un studio d'où elles peuvent préparer leur set. Des sets qui, dans ces circonstances, peuvent être un petit peu particuliers, comme celui du 2 janvier dernier. I think it was in the morning, like 10 a.m. There was the air raid siren, and we went to the hall, like it was very loud. The loudest I heard in like several months. The bombings? Yes, the bombings. We're like sitting there thinking, what are we doing? What do we do now? We need to get ready, we need to calm down because we're like very nervous about it. All I was thinking about is that no matter what, I need to go there and play. We made it there on time, played for 10 people. When everyone gathered there, we were like, oh, how are you? Like, you didn't sleep, we didn't sleep as well. So like you understand these people instantly and you know how they're feeling and what do they need right now. And we're like, okay, we survived that. Now we need to play some music. Things like this, they unite people, you know. So yeah, that's how you build a DJ career in Ukraine. Ils ont fait un bouquin en mode cartoon, petite BD pour les enfants, qui explique la guerre. Depuis le 24 février, il y a une page qui est dédiée, attends, je vais te la trouver, là, ça veut dire 24 février, avec l'annonce de Poutine à la télé, Zelensky, Iron Man, et tous les tenants aboutissants de la guerre, mais expliqués en mode petite BD. On apprend avec nous. Ouais, vraiment. Et si on remonte maintenant à un peu plus jeunes que ceux qu'on a rencontrés, qui en fait, eux, au moins jusqu'à 2014, ont eu une enfance plutôt calme, plutôt paisible. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est les jeunes Ukrainiens qui ont 3, 4, 5 ans, comment est-ce qu'ils grandissent en fait, dans ce climat de guerre? Et surtout, quels Ukrainiens ça façonne pour demain? Pour ça, je vais en parler avec Yulia, qui est une petite fille de 4 ans, qui a justement perdu son père suite au combat. My mother was born in Russia, my father born in Ukraine, so I have half relatives in Ukraine, half in Russia. So when I was small, every summer we go to relatives in Russia and spend all summer there. But now, talking to my cousins and start to talk to them what was in Mariupol, what was in Kiev, and they was, no, it's not like that, like Ukrainian people asking for help and everything, and they're really like zombie. So I'm just finished all contact with all my Russian relatives. How do you explain to your daughter the situation? How did you tell her about her dad? How is she perceives even Russia today? Step by step, when she was grow up in, I told more and more about what it is war. We go to the river, we see it, and I say that I need to tell you important information. That your father was, I say died, I didn't say in the beginning kill, I say died on the bar because he was protect us. We need to go to say bye-bye to him. Покажи! Wow, яка гарна! Sometimes she listened to the children talking Russian or watching Russian cartoons. She talks about, they watching Russians, like no, like it's not good. Why they're watching mommy? I feel like previous generations, maybe your generation, have grown up in a sort of status quo between Ukraine and Russia. That we are brothers, yeah. That we are like something, yeah. And do you think that since 24 Feb, her generation, younger generations now, are going to grow with resentment and anger?
I think they will be grow up with their identified thing because she like all these Ukrainian patriotic songs. She told me, "Oh, can you play me a music about Ukraine?" And I think she will be grow up in a fighter of her country. You don't think there will ever be peace? Mm-hmm. Of course, everybody wants it, but nobody never will trust them. Their generation, for sure, if they will be grow up in all this, how they can believe in a peace when she is in the kindergarten, she all the time heard the noise of siren, and they go from kindergarten to downstairs to the shelter. It's not normal childhood when they spend it in a shelter for a couple hours every day almost. Зараз підемо, все трошки. Do you have any hope for the future still, or you're lost? You cannot lose hope. It's just the last thing that you're gonna lose is your heartbeat, and then you're gonna lose the hope. I think it works like this. So, like, from time to time you feel this, like, on the very low end of depressive stage and stuff, but you know, it's coming back and then it's coming away, and I want to kill myself. Okay, I don't really want to. Or maybe I should kill myself. Okay, maybe I can kill myself on the front. So many options. Live your fucking best life as the best you can do, because you never know what is going to happen tomorrow. I'm fucking sure that you still have reasons to struggle. You know, I wasn't on your place. But hell, please don't wait until the war is going to start. Make your best to live your best life right now, guys. Please don't leave us. Because, damn, I also want to live my fucking life. Ça fait maintenant 1 mois que je suis rentré d'Ukraine. Entre-temps, j'ai bossé sur d'autres projets, d'autres vidéos qui sortiront bientôt d'ailleurs. Et puis, pour terminer le montage, j'ai besoin de m'isoler un petit peu. Alors j'ai ouvert Airbnb et pris le premier truc pas trop cher que je pouvais trouver, et j'ai atterri ici, à Arromanches, en Normandie. À première vue un peu au hasard, mais le hasard fait bien les choses. Parce qu'en fait ici c'est une des plages les plus importantes du débarquement. Ça va faire 80 ans, dans quelques semaines, qu'il a eu lieu. 80 ans que des jeunes de mon âge, et de ceux qu'on vient de voir dans cette vidéo, ont eux aussi dû mettre leur vie de côté à cause de la guerre. Alors forcément, en montant ce docu, et en voyant en face de moi les vestiges bien réels de cette ancienne guerre, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle. On dit que l'histoire est un éternel recommencement, et franchement c'est dur de dire le contraire aujourd'hui. Alors je sais pas si dans 80 ans on continuera toujours à se faire la guerre, en Ukraine ou ailleurs. Mais par contre, il y a un truc dont je suis à peu près certain, c'est que dans 80 ans, quoi qu'il arrive, on continuera toujours à faire la fête.